Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le président de la Fondation pour l'aide à l'éducation, Cheikh Mansour bin Moussallam. Et Odaï, le ministre de la Communication, s'enquiert donc de l'avancement des travaux de renforcement du centre émetteur de la RTD. Et en Corée du Nord, Pyongyang teste une nouvelle arme dotée d'une puissante ogive. Bonsoir à tous. Le ministre délégué saoudien chargé des affaires africaines, Ahmed Qattara, a eu une audience donc aujourd'hui avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Il était porteur donc d'un message écrit du gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Il a eu donc des entretiens avec le président de la République sur les questions régionales, notamment le Soudan, ainsi que sur la nouvelle initiative saoudienne de sécurité maritime de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Le roi Salman a invité donc le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé à un sommet extraordinaire de l'OCI qui se tiendra à Maca le 15 mai prochain. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans le cadre d'une cérémonie intervenue donc ce matin au Palais de la République, donné son accord pour le coparrainage de notre pays d'une rencontre internationale dédiée à la promotion de l'éducation. La République de Djibouti va donc en janvier 2020 accueillir le 3e forum international pour l'éducation de l'ONG Education Relief Foundation. Cette rencontre internationale sur l'éducation qui aura lieu à Djibouti s'inscrit dans le droit fil d'une coopération fructueuse de notre pays avec l'ONG ERF, notamment dans le domaine de l'éducation et de la réalisation d'un enseignement équilibré et inclusif. Cheikh Mansour bin Moussallam donc a également informé le président de la République des principaux programmes et activités mis en œuvre par la Fondation, qui est une organisation non gouvernementale basée à Genève en Suisse, destinée à soutenir le secteur de l'éducation. Et cette rencontre donc était présent le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, ainsi que le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs. Et par la suite, donc, un accord de principe entre Djibouti et l'ERF a été paraphé par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, et le Cheikh Mansour bin Moussallam, et le président de la Fondation. Cet accord ouvre donc la voie au lancement officiel des invitations destiné aux chefs d'État et ministres de l'Éducation en provenance de tous les continents. La cérémonie de signature intervient dans le cadre du renforcement des projets pilotes concernant une éducation équilibrée et inclusive et d'atteindre un enseignement de qualité qui permettra de promouvoir la qualité de l'éducation à tous les niveaux dans la République de Djibouti. Et dans son intervention, le président de l'Education Relief Foundation, Cheikh Mansour bin Moussallam, a donc, à l'issue de son entretien avec le président de la République, exprimé ses remerciements et sa gratitude au chef de l'État pour son accueil chaleureux. Nous sommes ici aujourd'hui à Djibouti, à la République de Djibouti, pour développer les relations de coopération que nous avons commencé avec la République de Djibouti depuis notre première visite officielle en janvier dernier sous l'invitation de son Excellence le ministre de l'Éducation nationale, notamment à travers de projets pilotes en termes d'éducation équilibrée et inclusive, mais aussi afin de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce que nous avons fait aujourd'hui, afin de discuter de la possibilité et des préparatifs d'organisation de la seconde conférence internationale pour une éducation équilibrée et inclusive, qui aura lieu, je suis heureux de l'annoncer, ici à Djibouti en janvier 2020, et qui aura pour objectif la signature d'une déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive qui sera signée par si bien les chefs d'État, les ministres de l'Éducation, les organisations de la société civile et en effet les organisations et les corps académiques. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a représenté la partie djiboutienne dans la signature de cette convention. Il nous fait le point sur cet accord. Nous l'écoutons. De la visite, de la deuxième visite du président, c'est bien sûr d'annoncer officiellement
au président de la République l'organisation de ce forum, du 3e forum pour une éducation équilibrée et inclusive. Et c'est tout à l'honneur de Djibouti d'organiser. Et Inch'Allah, donc la date est arrêtée, c'est Inch'Allah mois de janvier 2020. Et ce matin, donc, les présidents de la République et les présidents de la Fondation ont co-signé les lettres d'invitation aux chefs d'État. Parce qu'il y aura non seulement lors de ce forum la présence des chefs d'État, mais également des ministères, des ministres de l'Éducation, mais également de la société civile, les organisations internationales seront présents. Donc officiellement, donc aujourd'hui, et ça c'est une fierté pour nous, on peut annoncer l'organisation à Djibouti, comme l'a très bien dit le président de la Fondation, de ce forum, qui est pour nous vraiment un événement d'une importance capitale. Également dans l'actualité, la commission des finances et de l'économie générale s'est réunie donc sous la présidence du député Chalmak Moussa afin d'examiner les projets de loi portant adoption des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2015-2016. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, accompagné du président du conseil d'administration et du directeur général de l'aéroport. Les comptes financiers de l'aéroport de Djibouti, arrêtés au 31 décembre 2015, ont été approuvés par le conseil d'administration et se présente comme suit: en produit à 3 milliards 847 585 297 francs, en charge à 3 145 777 244 francs, soit un résultat net positif de 701 805 053 francs. Et celui arrêté au 31 décembre 2016 ont été donc approuvés par le conseil d'administration et se présente comme suit: en produit à 3 129 430 550 francs et en charge à 2 998 49 219 francs, soit un résultat net positif de 131 381 331 francs. Le ministre de l'équipement et des transports a expliqué que l'aéroport international de Djibouti était confronté donc en 2015 à des problèmes majeurs qui sont dus à des différents conflits donc de la région. La situation conflictuelle a entraîné un ralentissement des flux de trafic aérien, notamment la suspension des survols des avions dans l'espace djiboutien pour des raisons d'ordre sécuritaire. Et au terme de la réunion, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis le projet de loi pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Toujours aux nouvelles du pays, s'enquérir des dernières avancées des travaux de renforcement des capacités de transmission des antennes relais télé et radio, tel est l'objectif d'une visite de travail que le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a effectué donc ce jeudi sur les hauteurs du Daï. Le ministre, qui a été accompagné dans ce déplacement par le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, de la directrice générale par intérim de la RTD, Mme Souad Farah Addaoui, du député de ce haut plateau du Daï, Ahmed Hassan, mais également du député Abdou Sikiye. Cette forte délégation a pu constater de près les réalisations dont la finalité est d'étendre la couverture de la radio-télévision de Djibouti à l'ensemble du territoire national. Parmi ces réalisations, 3 nouvelles fréquences sont déjà opérationnelles depuis une semaine grâce à l'intervention des équipes de professionnels de la RTD, ce qui a permis de renforcer les fréquences qui existent et dont les capacités et les puissances de transmission ont été augmentées. Et toujours dans le cadre de la généralisation de cette couverture, avec ces nouvelles installations, la population des régions les plus reculées du pays auront bientôt accès à la TNT. Tous ces efforts et investissements sont réalisés afin d'être en phase avec l'exigence de proximité ou d'accès aux services publics de toute la population djiboutienne et notamment en ce qui concerne l'information ou tous les programmes de la RTD et de ses partenaires. Actuellement, les travaux sont quasiment achevés et l'inauguration de ce centre d'émetteurs est prévue pour très bientôt. Et accompagnant donc cette importante délégation, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, donc fait partie de la délégation conduite par le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, au Daï, pour constater l'état d'avancement des travaux et de capacité de transmission de la RTD. Et dans une interview qu'il nous a accordée, il a précisé que ces travaux permettront une meilleure réception de la RTD sur l'ensemble du territoire. Le renforcement des capacités de réception sera donc une aubaine pour la population djiboutienne qui écoute la radio
radio en majorité, surtout dans les zones les plus reculées du pays. Ceci permettra une meilleure connectivité entre les citoyens et les décideurs. Il a aussi félicité la RTD pour le renforcement des capacités de réception audiovisuelle sur l'ensemble du territoire. Et c'est une action, a-t-il souligné, qui intègre parfaitement la mise en œuvre de la politique de décentralisation initiée par le président de la République. Et pour sa part, le ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, s'est félicité de l'installation de ces antennes. Je vous propose de suivre son intervention pour plus de précision. Ici à Daï, aujourd'hui, pour nous enquérir en tant que membre du gouvernement, accompagné par mon collègue de la décentralisation et des membres de l'Assemblée nationale, des députés Abdou Seki et Ahmed Hassan, pour nous enquérir de la situation des travaux qui ont été initiés par les ingénieurs de la RTD. Nous sommes aussi accompagnés par la directrice par intérim et nous voyons que les choses ont très bien évolué, très bien avancé suite aux équipements que la RTD a acquis récemment sous la subvention de la présidence de la République. Ainsi, nous assistons maintenant aux équipements et à de nouvelles fréquences qui ont été lancées sur l'ensemble du territoire national. Les ingénieurs nous ont précisé aussi que les anciennes fréquences qui avaient des pannes ont été réparées entièrement. Donc, notre radio et télévision vont couvrir non seulement l'ensemble du territoire national, mais aussi l'arrière-pays. Et j'espère que les souhaits de la population djiboutienne a été ainsi réalisé suite au débat télévisé qui a eu lieu récemment à l'Assemblée nationale entre les parlementaires et les membres du gouvernement. Et je ne saurais clore mes propos avant de féliciter l'ensemble de l'équipe dirigeante de la RTD et les ingénieurs djiboutiens en matière de télécommunications ou en matière de radio et de télévision qui ont fait un travail de longue haleine pour permettre aux Djiboutiens de suivre leur chaîne nationale dans les meilleures conditions. Je dis bravo et félicitations à l'ensemble des agents, des ingénieurs et de l'équipe dirigeante de la RTD. Après Ali Sabié, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barré, s'est rendu hier à Arta, troisième étape d'une tournée dans les régions de l'intérieur. Le ministre et les membres de sa délégation ont été accueillis chaleureusement par les autorités et les habitants de la région d'Arta. Le ministre donc était à la tête d'une forte délégation de plusieurs de ses principaux collaborateurs. Et lors de ce déplacement, le ministre des Affaires musulmanes a parrainé la cérémonie de distribution de la zakat et de la quatrième et dernière tranche des cotisations de parrainage de l'année 2018. Autre activité donc importante toujours dans la ville d'Arta, le ministre Momin Hassan Barré a par ailleurs procédé au lancement des travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel national. Ces assises qui ont pour objectif d'inventorier les pratiques culturelles ancestrales qui avaient donc réuni des chefs coutumiers, des religieux, des artisans, des jeunes, des détenteurs de la tradition orale et d'autres acteurs des milieux traditionnels. Et dans son intervention, le ministre des Affaires musulmanes, Momin Hassan Barré, a rappelé donc que la Diwan al-Zakat, devenue quelques années le socle de l'entraide, a vu le jour grâce aux efforts inlassables du président de la République. Il a également souligné que le succès de cette institution découle de l'implication directe et surtout constante des plus hautes autorités du pays. Le ministre a lancé un appel pressant aux entrepreneurs issus de ces différentes régions afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs et obligations de la Zakat. Et sur le lancement des travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel national et poursuivant son intervention, le ministre a exhorté la population à participer massivement à cette vaste consultation qui s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration de la politique culturelle nationale. Puis il a rappelé donc les définitions des aspects multiples du patrimoine culturel avant de passer en revue les réalisations initiées par l'exécutif dans la sauvegarde des traditions culturelles du peuple djiboutien. Le ministre Barré a invité la population d'Arta de participer donc à cette vaste consultation qui s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration de la politique culturelle nationale.
Depuis 2 jours, une délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, se trouve à Marrakech, au Maroc, pour participer au 5e forum régional pour le développement durable sous le thème « Donner des moyens d'action aux populations et assurer l'inclusion et l'égalité, intensifier l'action pour tenir les engagements contenus dans le programme de développement durable à l'horizon ». En marge des travaux du forum, la ministre a pris part à la cérémonie de lancement du fonds dédié au leadership des femmes organisé par la Commission économique pour l'Afrique. Ce fonds a été mis en place grâce à une idée originale de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et du réseau des femmes africaines dirigeantes. Dans le cadre de la mobilisation et la recherche de partenariats pour l'appui des différentes missions de l'agence, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées a reçu une visite avec le commandant de la base militaire italienne de soutien, le commandant Antonio Collia, mardi dernier, dans ses locaux avec l'équipe de l'ANPH. Cette visite s'inscrit dans le plaidoyer que mène l'ANPH en faveur de la protection et la promotion des droits des personnes handicapées à Djibouti. Plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels le soutien en matière d'équipement et matériel d'aide fonctionnelle. Et le directeur de l'agence handicapée a reçu par la suite la présidente de l'association Méditerranée sans handicap, Michaela Carosino, et la directrice de l'école catholique de diocèse de Djibouti, Simone Pire. Michaela a remercié le directeur général et l'équipe de l'ANPH pour son accueil chaleureux et elle a souligné l'importance de cette rencontre suite à la participation du directeur général à la formation de troubles de langage qui a été organisée par l'association Méditerranée sans handicap. Les deux parties ont discuté de plusieurs points qui concernent la question du handicap et également la préparation du programme de la visite du directeur général de l'ANPH en Italie et la participation au congrès national de Méditerranée sans handicap qui se déroulera à Djibouti en 2020. Une délégation chinoise, combustible à sa tête, le CIO Sun Wukong, a été reçu par le conseiller du président des autorités des ports et des zones franches, Mohamed Aden Waberi, en absence du président des autorités qui est en mission de travail à l'étranger. La compagnie Chambusco est un important fournisseur de services de soutien basé à Hong Kong avec une présence en Asie, en Amérique et en Europe en desservant des navires opérant dans le monde entier. Les discussions ont porté sur une proposition d'investir dans la construction et le développement d'un complexe de raffinage dans la zone de Damerjog. Cette société chinoise a l'intention de commencer avec un navire FPSO afin d'affiner le pétrole brut à faible teneur en soufre provenant d'Afrique de l'Ouest. Le navire ciblé avec un tirant d'eau de 25 mètres et un volume brut ciblé qui est estimé à 6 millions de tonnes métriques. Et dans la seconde phase, la construction d'une raffinerie à terre est prévue avec une capacité production maximale de 20 millions de tonnes métriques par an. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, les gendarmes de la brigade de recherche ont obtenu hier des renseignements faisant état de la détention de défense d'éléphants par un vendeur d'articles artisanaux à la place Ménélique qui avait l'intention de les revendre. Aussitôt, une opération de transaction surveillée a été mise en place et dans un premier temps, le numéro de téléphone du trafiquant présumé a été identifié. Ensuite, les gendarmes se sont fait passer pour des acheteurs potentiels, notamment des touristes étrangers, ont négocié téléphoniquement avec ce dernier. Et le trafiquant présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Et la perquisition effectuée dans un local servant de stock pour la boutique dans lequel il travaille a permis la découverte de 6 défenses d'éléphants en ivoire dans la taille varie entre 42 et 60 cm, une carapace de tortue de mer et 3 peaux de guépard. La personne impliquée dans ce trafic a été traduite aujourd'hui devant la justice pour répondre de ces actes. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Au moins 29 touristes allemands ont été tués hier dans un accident de bus sur l'île portugaise de Madère, selon le dernier bilan établi après la mort d'une femme à l'hôpital de Funchal. L'une des 28 victimes initialement dénombrées a fini par succomber à ses blessures, a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi le médecin lors d'une conférence de presse. Une cinquantaine de personnes voyageaient à bord de l'autocar lors
lors de l'accident qui s'est produit dans la commune de Santa Cruz, située donc à l'est de la capitale de l'archipel. Et parmi les morts figurent 11 hommes et 18 femmes. Et je vous le disais en titre, le leader nord-coréen Kim Jong-un a supervisé l'essai d'une nouvelle arme tactique guidée avec une puissance ogive. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les médias d'État nord-coréens, alors que les doutes s'accumulent quant au processus de dénucléarisation de Pyongyang. Cet essai a permis de vérifier le fonctionnement du système particulier de guidage en vol et le chargement d'encode d'une puissante ogive, a affirmé l'agence officielle KCNA, sans plus de détails sur la nature de l'arme. Kim Jong-un a qualifié ce test d'événement d'une très grande importance pour accroître la puissance de combat de l'armée populaire nord-coréenne. Selon la même source, le leader a lui-même guidé l'essai de tir qui a été dirigé sur plusieurs cibles, a ajouté l'agence officielle. C'est tout pour ce journal. Merci de votre très aimable fidélité. Excellent week-end sur Télé Djibouti.